Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Mon invité et complice, Arnaud Leroux, est professeur d'histoire et de géographie. À l'heure actuelle, Arnaud, on parle beaucoup du Soudan où se déroulent des événements assez tragiques. Eh bien nous allons parler de Djibouti, qui est un État confetti, alors très très loin de la France, et c'est le lieu où se déroule le roman que nous allons analyser prochainement. Alors Djibouti, moi je suis certaine que si on demandait à un Français ou à une Française lambda de le situer sur la carte, eh bien moi je suis certaine qu'il y aurait quelques hésitations. Alors on va pas refaire le dessous des cartes, Arnaud, mais est-ce que tu saurais nous dire où se trouve Djibouti et en quoi ce petit lopin de terre a pu susciter la convoitise des pays colonisateurs? Alors Djibouti, ça se trouve à l'est de l'Afrique, dans ce qu'on appelle la Corne de l'Afrique, l'espèce d'avancée dans l'océan Indien. Et ce tout petit territoire, en fait, se retrouve à la sortie sortie ou à l'entrée de la mer Rouge, sur les détroits qu'on appelle le Bab el-Mandeb. Et il est situé sur une route du commerce international depuis au moins l'Antiquité, puisque les Romains connaissaient déjà, voilà, il y avait le périple de la mer Érythrée qui passait par la mer Rouge pour rejoindre les ports indiens. Alors, le roman en question, c'est un roman d'Abdourahmane Ouaberi. Il évoque l'époque des années 60, 70, et l'action se termine en 85, date à laquelle le narrateur va quitter Djibouti. Alors en 77, c'est l'indépendance, c'est tard quand même, non? Parce que pour nous, la décolonisation, on associe cela aux années 60. Oui, effectivement, la plupart des anciennes colonies françaises, du moins les colonies françaises en Afrique, ont obtenu leur indépendance en 1960. L'Algérie, ça a été un peu plus tard, mais c'était au prix d'une guerre. Et il y a une deuxième fournée de décolonisation dans les années 1970, avec les plus petits États, mais ceux aussi qui avaient toujours une position stratégique, à savoir les Comores, donc au beau milieu du canal de Mozambique, et surtout Djibouti, toujours à l'entrée de la mer Rouge. Alors dans le roman, il y a une terminologie qu'il faudrait expliquer. On parle d'un côté de la côte française des Somalies et puis du TFAI. Et alors là, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, cette dénomination. Alors, les Français ont utilisé plusieurs expressions pour qualifier cette petite possession coloniale. Le nom de Djibouti, en fait, c'est le nom depuis l'indépendance. Auparavant, effectivement, ça a été colonisé dans les années 1880 sous le nom d'abord Somalie française, puis côte française de Somalie. Les Somalis sont une des ethnies principales de Djibouti, qu'on retrouve évidemment en Somalie voisine, mais aussi en Éthiopie. Et puis, en 1967, en fait, le territoire va prendre ce nom de territoire français des Afars et Issa, donc TFAI, pour justement bien montrer que les Issa, donc qui sont un clan somali, ne sont pas les seuls à peupler ce territoire. Il y a aussi des Afars, c'est une autre ethnie d'Afrique de l'Est, et qu'on retrouve cette fois-ci en plus grand nombre en Éthiopie. Alors, tu sais, lire un livre qui est né à Djibouti et qui est très loin pour nous, c'est un petit peu comme un jeu de Mikado. Il faut pas à pas ouvrir un petit peu la voie. Alors je voudrais juste citer un petit passage du roman, c'est à la page 148 de l'édition de poche. Alors, dans le quartier, on racontait que le général Nasser avait donné des armes et des vivres quand notre peuple en avait le plus grand besoin, quand les légionnaires français massacraient ou déportaient ceux qui ne voulaient plus de la France. Ces derniers voulaient libérer le TFAI. Oui, libérer le TFAI, c'est-à-dire chasser les Français à coups de fusil égyptiens. Ils étaient des indépendantistes, comme je l'ai appris plus tard. Alors moi, je me demande ce que Nasser vient faire ici, parce qu'on est quand même assez loin de l'Égypte. Oui et non. Déjà, Nasser, c'était une des figures de ce tiers-monde qui s'est mis en place dans les années 50-60. Une des figures de la décolonisation qui soutenait tous les mouvements indépendantistes un petit peu partout. Mais là, il était d'autant plus intéressé par Djibouti que le territoire faisait partie, en gros, de la zone d'influence égyptienne avant la colonisation par les Français, avant
la prise de contrôle par les Français dans les années 1880, c'était la côte, en gros la côte de la mer Rouge, qui correspond à peu près à l'Érythrée, à Djibouti et une partie de la Somalie actuelle, était sous suzeraineté égyptienne et était vaguement gouverné par des gouverneurs égyptiens qui ont été finalement chassés par les Français, les Italiens, les Britanniques par la suite. D'accord, d'accord. Alors, Djibouti semble être un lieu fascinant. Alors, évidemment, il y a des étendues désertiques, c'est un pays qui est relativement pauvre. Cependant, il exerce une fascination indéniable puisque Arthur Rimbaud y est allé faire, j'allais dire, un très grand tour. Pour cette raison, il y a dans le roman une place Rimbaud, une école, une bibliothèque Arthur Rimbaud. Et la fascination, elle continue. Oui, en effet, c'est peut-être même le dernier voyage de Rimbaud qui est passé par là. Rimbaud, oui, effectivement, s'y est d'une certaine manière retiré du monde. Il était aux franges du monde plus ou moins connu à l'époque, et il est devenu trafiquant d'armes dans la Corne de l'Afrique, et il est passé justement par Djibouti, ainsi qu'un certain nombre de villes éthiopiennes et somaliennes. Alors, le narrateur de ce roman, le narrateur, il est né en 65, il va à l'école française. Dans sa famille, à lui, on ne parle pas le français. Et il est le seul, donc, à fréquenter le collège avec des enseignants, comme il dit, français de France. Il décrit un petit peu les lieux, la topographie. Alors, il y a une ville blanche, donc une ville administrative, une ville française. Et puis, il y a des quartiers défavorisés. Ça, c'est la topographie, j'allais dire, classique de la ville coloniale qu'on retrouve par exemple chez Marguerite Duras dans Un barrage contre le Pacifique. On retrouve ça aussi chez Ousmane Sembène dans Les bouts de bois de Dieu. Alors il y a des clichés sans aucun doute, mais les clichés ils ont tendance à persister. Et puis dans fin des années 60, cette structure elle se dégrade. Hein. On a des bidonvilles, on a des gangs, on a une islamisation, mais pas la bonne, hein, une islamisation rampante, et puis il y a l'armée qui vient y faire des raids. Alors, est-ce qu'on peut apporter quelques explications à cette situation ? Alors oui, effectivement, dans les années 60-70, Djibouti se retrouve un petit peu au milieu de toutes les tensions de la zone. Il va y avoir la révolution en Éthiopie en 1975, la guerre entre l'Éthiopie et la Somalie. Depuis lors, voilà, la Somalie, on la connaît aujourd'hui depuis les années 90 et la guerre civile. Ça ne veut pas dire qu'auparavant c'était stable. Effectivement, il y avait des tensions. Et puis c'est aussi la séparation entre les deux blocs. Elle passe par le Bab el-Mandeb. Djibouti se retrouve côté français, côté ouest, et en face, on va trouver le Yémen du Sud qui est aligné à partir de 67 sur l'URSS. Les soviétiques sont de l'autre côté à Aden. Donc, des tensions à la fois anciennes et des tensions nouvelles avec la guerre froide qui font que voilà, ça va déstabiliser le territoire et amener à une militarisation et en réaction aussi la montée de l'islam politique qui va devenir radical par la suite. Alors, j'ai droit aux questions naïves. Je veux dire, Djibouti, c'est pratiquement en face du Yémen. Tu parles d'Aden, en fait. Est-ce qu'il y avait des parentés, des liens ? Tu me dis, maintenant, du côté du Yémen du Sud, c'est un tout autre régime politique, mais est-ce qu'il y avait quand même des relations ? Bien sûr, il y a une bonne partie. De toute façon, la deuxième langue officielle de Djibouti, c'est l'arabe. La plupart des habitants parlent l'arabe comme langue de communication en plus du français. Il y a une communauté arabe ancienne et importante à Djibouti, mais il y a aussi des Somalis qui vivent en nombre du côté du Yémen. Bon, leur nombre a un peu baissé depuis la guerre civile au Yémen, justement, mais voilà. Ce détroit, ça a toujours été plus une zone de contact qu'une zone de césure, en fait. C'est-à-dire que nous, on perçoit les frontières géographiques. Il y a les pays, il y a l'Érythrée, il y a le Soudan, il y a Djibouti, mais en fait,
ces frontières, elles ont un côté parfaitement artificiel. Totalement. Les frontières de Djibouti sont très rectilignes, mais en fait, voilà, comme je l'ai dit, les Afars qui constituent un des principaux groupes, ils sont encore plus nombreux côté éthiopien. Les Somalis, justement les Issa, c'est un clan qui s'étend aussi côté somalien et côté éthiopien. Et puis, il faut rajouter à ça, il y a eu pas mal de réfugiés éthiopiens qui sont venus grossir la population de la ville au fil des décennies. Alors, notre auteur, donc Abdurrahman Ouaberi, en 85, comme il le dit dans son roman autofictionnel, il va partir en France, il va faire des études, et puis il va devenir un auteur, un intellectuel francophone. Il enseigne aux États-Unis. Bon, ça nous rappelle une biographie bien connue, c'est celle d'Alain Mabankou. Donc c'est un francophone mondialisé, et il garde le lien avec la France, avec la langue française, alors que la France et, je vais dire, la communauté à laquelle il peut s'identifier, c'est plutôt, en dehors des Français de France, c'est l'Afrique de l'Ouest quand même, et l'Afrique centrale. Mais dans ce coin, il y a une communauté tellement petite qui parle français. C'est curieux, non? Oui, effectivement, mais les études qu'ont fait Abdurrahman Ouaberi, ce sont d'abord des études d'anglais, et c'est notamment pour pouvoir étudier les textes du plus grand romancier, du moins à ses yeux, somalien, qui est anglophone, qui s'appelle Nuruddin Farah, et qui, justement, ils ont la même langue maternelle, mais Nuruddin Farah a choisi l'anglais comme langue pour véhiculer son univers littéraire, alors que Ouaberi, a appris le français. Alors ce choix, est-ce que tu crois que c'est un choix qui se limite à certaines personnes faisant partie d'une certaine, allez, on va le dire, élite intellectuelle, ou est-ce que tu penses que la plupart des gens qui ont pu faire des études à Djibouti s'orientent vers l'anglais? L'anglais a pris beaucoup d'importance ces derniers temps à Djibouti, parce que depuis les années 2000, à cause de la guerre contre le terrorisme, les Américains ont installé une base militaire sur place. Donc l'anglais a pris beaucoup plus d'importance dans ce cadre-là, et justement les relations avec les pays anglophones. De la même manière, oui, il y a aussi une base chinoise sur place, et les Djiboutiens ne se sont pas encore mis au chinois, mais la langue anglaise est un petit peu leur langue véhiculaire, juste avec les militaires chinois. Et enfin, dernière question. Alors là aussi, le terrorisme a trouvé un terreau, mais c'est incroyable, non? Oui et non. Malgré la relative stabilité de Djibouti, il faut quand même se dire que Djibouti est entouré de points chauds, de zones de conflit. Donc on a vu le Yémen qui est depuis une dizaine d'années en pleine guerre civile. La Somalie, c'est depuis plus de 30 ans qu'il n'y a pas de gouvernement unifié. L'Éthiopie, donc en amont de Djibouti, était en pleine guerre civile il y a encore quelques mois. L'Érythrée, juste à côté, est une des pires dictatures du monde. Bref, Djibouti se trouve vraiment entouré de voisins pas forcément bien intentionnés à son égard, et justement aussi dans la zone d'influence de certains groupes djihadistes, comme les Shebab en Somalie, ou certains autres groupes djihadistes au Yémen. D'accord. Merci Arnaud d'avoir apporté un peu de causalité et puis d'avoir éclairé notre lanterne. Cela va nous permettre de mieux comprendre le roman d'Abdurrahman Ouaberi dont nous allons parler la semaine prochaine avec Nicolas. Alors merci Arnaud. Merci Colette. Et à très bientôt.